Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la programmation scientifique du Centre de recherche en civilisation canadienne-française. Pour plus d'informations au sujet du CRCCF, visitez son site Internet. Fondé en 1958, le CRCCF est le plus ancien centre de recherche sur la littérature, la culture et l'histoire du Canada français. Il joue un rôle de premier plan par ses fonctions de recherche, de publication, de diffusion, d'acquisition et de conservation d'une riche collection de fonds d'archives. Organisme scientifique et culturel, le Centre œuvre également à la conservation de la mémoire collective de l'Ontario français, qu'il met en valeur par le biais d'initiatives interuniversitaires, de colloques, d'expositions, de conférences et de publications, afin de favoriser l'avancement et l'épanouissement de cette culture. Bonjour à tous et bienvenue à cet événement du Centre de recherche en civilisation canadienne-française, le CRCCF, de l'Université d'Ottawa, tenu de façon virtuelle compte tenu de la situation sanitaire qu'on connaît depuis près de 2 ans maintenant. Je vous remercie de prendre le temps de venir célébrer avec nous le 75e anniversaire de l'Association canadienne d'éducation de la langue française, mieux connue sous son acronyme de la SELF. Pour souligner cette date importante, le CRCCF a mené un important projet que mon collègue Michel Bock présentera dans quelques minutes. Le projet en partenariat avec la SELF elle-même, afin de finaliser le traitement de son riche fonds d'archives au CRCCF et de l'explorer. Je remercie donc la SELF et le programme Jeunesse Canada au travail qui ont subventionné notre archiviste contractuel Batul Atoui, le secrétariat aux relations canadiennes du gouvernement du Québec qui a financé le travail de notre assistante de recherche et commissaire invité pour cette exposition que nous lançons aujourd'hui, Danica Gourgon, ainsi que l'ensemble du projet de recherche. Donc, ils ont financé aussi tout le projet. J'ai perdu ma place. Les archivistes du CRCCF qui ont participé au projet, notamment à la préparation de l'exposition virtuelle et à la supervision du traitement du fonds, soit Alice Kukunumbova, archiviste de référence, Ghislain Thibault, archiviste des systèmes, et Anne-Sophie Fournier-Plamondon, qui était responsable des archives de façon intérimaire lorsque nous avons mené ce projet. Je remercie également Olivier Lagueux, responsable des publications de la recherche au CRCCF, qui a fait la révision linguistique des textes de l'exposition. Enfin, je remercie Batul Atoui et Danica Gourgon, sans qui ce projet ne serait pas. Merci Batul d'avoir complété le traitement des fonds de la SELF, du fonds de la SELF, et d'ainsi faciliter le travail des chercheurs. Merci Danica de ton travail de recherche qui mène à l'exposition que nous lançons aujourd'hui et à un article de fond sur l'histoire de la SELF qui est apparaît. Si le vernissage de cette exposition se fait de façon virtuelle, j'aimerais signaler qu'il sera aussi possible de la visiter dès le début février dans l'arc d'exposition Françoise et Yvan Lepage du CRCCF en prenant rendez-vous en écrivant l'adresse crccf@uottawa.ca. Finalement, je remercie très chaudement les participants de la table ronde qui soulignent cette année d'anniversaire, Diane Gérard-Lajoie, Annie Pilote et M. Larocque de la SELF. Nathalie Bélanger aussi, qui animera la table ronde et vous présentera plus longuement les participants dans quelques minutes. Je cède la parole à présent à mon collègue Michel Bock, professeur titulaire au département d'histoire de l'Université d'Ottawa, spécialiste de l'histoire intellectuelle du Québec et du Canada français. Michel était co-chercheur dans le cadre de ce projet. Je le remercie d'avoir accepté de le mener avec moi. À toi, Michel. Alors, merci, Lucie. Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. Bonne année quand même. On peut encore se souhaiter peut-être un 18 janvier, n'est-ce pas? Nous soulignons donc et célébrons cette année, en 2022, le 75e anniversaire de l'Association canadienne d'éducation de langue française, la SELF. Il faut le dire, peu d'organismes dans le monde franco-canadien ont eu la vie aussi longue. La SELF a vu le jour en 1947 à Ottawa, avant de se déplacer peu après vers Québec, mais dans les annales de l'histoire de l'éducation et de la mobilisation politique au Canada français, il s'agissait, je crois, d'une première.
On n'avait encore jamais mobilisé à une aussi grande échelle les principaux acteurs du monde de l'éducation au Canada français, de tout le Canada français, hein, d'un bout à l'autre du pays, de l'Acadie à l'ouest, en passant par l'Ontario et le Québec. Si la CELF voit le jour grâce à l'initiative du Conseil de la vie française en Amérique, fondé lui-même à Québec 10 ans plus tôt, en 1937, et aussi à celle de l'Ordre de Jacques Cartier, fondé, lui, à Ottawa encore 10 ans avant ça, en 1926. La CELF est donc à peu de choses près, je crois, la seule instance politique et associative, l'une des rares en tout cas, à avoir survécu aux grands bouleversements idéologiques, culturels, institutionnels de la seconde moitié du 20e siècle. Et elle représente aujourd'hui l'un des rares lieux où peuvent encore se réunir et exprimer leur solidarité les représentants du Québec et des communautés francophones du Canada. La CELF, donc, je le disais, a été fondée en 1947, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, au moment où le Canada et une bonne partie du monde s'engageaient dans une période de mutations intenses, hein, des mutations redevables à la croissance économique fulgurante de l'après-guerre et à l'expansion sans précédent de la classe moyenne, des phénomènes qui promettent à l'époque de transformer radicalement la structure sociale traditionnelle du Canada français. Des mutations redevables aussi à l'explosion démographique, hein, le fameux baby boom, qui contribue rapidement à faire de l'expansion des divers systèmes scolaires en place au pays l'un des principaux enjeux politiques du moment. C'est dans ce contexte de transformation sociale, économique, voire intellectuelle et démographique aussi, inédite, que les éducateurs du Canada français mettent résolument le cap sur la modernisation et l'innovation pédagogique, devenue pour eux très rapidement autant de leitmotiv. L'arrivée de la CELF dans le monde associatif traduit donc l'importance qu'on a toujours accordée à l'école dans le monde franco-canadien et en particulier à l'extérieur du Québec, où on l'a longtemps pensé, conçu comme le lieu où il devenait possible de résister à l'assimilation tout en se projetant dans la modernité telle qu'en soi-même. On aurait tort donc de sous-estimer l'importance politique qu'a eu l'école au Canada français historiquement, comme si on s'était dit que c'est par elle, par l'école, que le Canada français ou plus tard la francophonie canadienne allait vivre ou mourir, et je pèse mes mots. Le rôle qu'a joué et joue encore, et qu'elle joue encore, donc la CELF, dans l'espace public, comporte trois aspects interreliés, je crois, puisqu'il s'agit d'une action à la fois politique, pédagogique et identitaire, dis-je. En tant qu'organisme pan-canadien, elle vise depuis sa fondation à briser l'isolement relatif des diverses communautés francophones du pays, aux prises avec des régimes scolaires dont le degré de complétude peut varier considérablement d'une province à l'autre. Son action a été fondée historiquement sur deux postulats, à savoir d'une part que l'éducation de langue française doit favoriser l'autonomisation, voire l'émancipation individuelle des francophones, et d'autre part qu'elle doit contribuer à réaliser leurs ambitions politiques collectives. Deux postulats qui relèvent d'une dialectique en constante reconfiguration au gré des mutations culturelles, sociales et démographiques qu'a connues la francophonie canadienne au fil des décennies. C'est avec toutes ces questions en tête et plusieurs autres que nous avons lancé ce projet sur la CELF. Vous savez, un anniversaire est toujours un bon prétexte pour poser des questions de recherche, et le CRCCF et sa directrice Lucie Hott ont eu l'excellente idée de consacrer à la CELF une exposition d'envergure. Elle le méritait très certainement, à mon sens. Je suis très heureux pour ma part d'avoir pu apporter ma modeste contribution au projet. Mais il faut féliciter en particulier la commissaire Danica Gourgon d'avoir relevé avec brio le défi de monter cette très belle exposition pendant qu'elle poursuivait ses études de doctorat, je tiens à le préciser. J'en profite aussi pour souligner à mon tour la part inestimable du personnel archivistique et éditorial du CRCCF qui ont rendu possible la réalisation de ce projet, ainsi que la contribution financière du secrétariat du Québec aux relations canadienne, sans laquelle rien de cela n'aurait eu lieu.
Je vais m'arrêter là-dessus, le temps d'enchaîner simplement et sans tarder pour vous présenter donc celle qui a gentiment accepté de présider cette table ronde, quelqu'un que vous connaissez, sans doute ma collègue Nathalie Bélanger, qui est professeure titulaire à la Faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa, où elle a aussi occupé une chaire de recherche sur la francophonie de 2005 à 2020. Nathalie s'intéresse à l'éducation et à la francophonie en contexte linguistique minoritaire. Ses travaux s'inscrivent plus précisément dans le champ de la sociologie de l'éducation et elle mène des recherches notamment dans les écoles de langue française de l'Ontario, la personne toute désignée, je crois, pour présider cette table ronde. Alors, merci Nathalie pour ta présence et la parole t'appartient. Merci beaucoup, Michel, Lucie aussi pour ces mots d'introduction pour cet événement. Il me fait, bien entendu, immensément plaisir de présider cette table ronde et je vais vous présenter nos 4 participants à cette table ronde dans 1 minute. J'aimerais d'abord vous dire que nous procéderons de la façon suivante. Après vous avoir donc présenté nos participants, nous procéderons avec 2 tours. Donc, je poserai une question à chacun des participants, une question particulière à chacun. Ensuite, la même question lors du 2e tour. Nos participants auront environ 5 minutes à chaque fois pour répondre à ces questions. Et ensuite, il me fera plaisir d'ouvrir les micros pour ceux et celles qui aimeraient poser des questions à nos participants de cette table ronde. Donc, sans plus attendre, il me fait plaisir de vous présenter ceux et celles qui ont accepté de venir échanger à l'occasion des 75 ans de la SELF. Donc, d'abord, Danica Gourgon, qui a été déjà bien présentée par mes collègues, mais répétons que Danica est doctorante au département d'histoire à l'Université d'Ottawa et elle a accepté aussi d'agir en tant que commissaire pour cette exposition qui vous sera présentée, donc tout de suite après cette table ronde. Ensuite de ça, il nous fait plaisir d'accueillir Marcel Larocque. Marcel est actuellement président de l'Association canadienne d'éducation de langue française, donc la SELF, depuis 2020. Il siège au conseil d'administration de la SELF depuis 2007. Sa carrière en tant qu'enseignant et directeur d'école l'a conduit à la présidence de l'Association des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick de 2007 à 2009. Et du mois d'août 2009 à mai 2019, il a été le directeur général adjoint de cette association professionnelle avant d'en occuper la direction générale par intérim de 2019 à 2020, donc juste avant qu'il accepte la présidence de la SELF. Monsieur Larocque est originaire de la péninsule acadienne, au Nouveau-Brunswick. Il détient un baccalauréat S-Sciences et une maîtrise en éducation, mention administration scolaire de l'Université de Moncton. Nous avons aussi le plaisir ce soir d'accueillir Diane Gérin-Lajoie, qui est une sociologue critique de l'éducation et professeure émérite au département de Curriculum Teaching and Learning au Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, communément appelé, à l'Ontario Institute for Studies in Education de l'Université de Toronto. Elle est également membre, dis-je bien, de l'Observatoire Jeunes et Société. Elle est reconnue pour ses travaux, ses nombreux travaux sur les minorités de langue officielle au Canada et leurs écoles. Et elle a aussi beaucoup documenté les domaines du rapport à l'identité chez les jeunes et le personnel enseignant pour les minorités de langue officielle au Canada. Elle est une pionnière au niveau de ces travaux-là et elle est aussi membre de la Société royale du Canada. Nous accueillons aussi Annie Pilote ce soir, qui est professeure titulaire à l'Université Laval et aussi vice-doyenne à la recherche aux études supérieures et à l'international. Elle fait partie du département des fondements et des pratiques en éducation et ses thèmes de recherche, ses thèmes de prédilection sont les parcours étudiants,
les inégalités sociales et scolaires, l'équité en éducation, les minorités linguistiques et ethno-culturelles. Donc, sans plus tarder, et je vous rappelle, chers participantes, participants à cette table ronde, que vous aurez d'abord un premier 5 minutes pour répondre à la question du premier tour, et ensuite nous procéderons avec un deuxième tour de table avant de prendre les questions de nos participants dans la salle virtuelle. Donc, j'aimerais d'abord peut-être poser ma première question à Danica. Alors, Danica, pour célébrer les 75 ans de la SELF, dont le fonds d'archives se trouve dorénavant au CRCCF, vous avez préparé une exposition d'envergure dont il sera question à la fin de notre activité, pour rappeler entre autres les principaux jalons ayant marqué sa longue histoire, comme Michel l'a bien mentionné. J'aimerais vous poser cette question-ci, Danica. Qu'est-ce qui se dégage en gros de ce fonds d'archives de la SELF depuis sa fondation, donc en 1947? Qu'est-ce qui semble aussi manquer ou quelles sont les zones d'ombre de ce fonds d'archives? Que peut-on dire du rôle de la SELF vis-à-vis des grands enjeux historiques, notamment en éducation à travers le Canada? Merci Nathalie pour, premièrement, d'avoir accepté de présider cette table ronde. Donc, j'ai vraiment hâte que tout le monde puisse voir l'exposition que j'ai mise et surtout pour voir l'impact et le rôle que la SELF a joué en éducation francophone au Canada. Donc, c'est un fonds d'archives qui est immense. J'ai eu la chance de dépouiller ce fonds dans les derniers 5 ans pour ma thèse de doctorat et en même temps, surtout pour l'exposition dans les dernières années. Donc, les limites temporelles du fonds vont de 1947 à 2012. On peut y retrouver les procès-verbaux de son bureau de direction, de son conseil d'administration, ses mémoires, de la correspondance et ses publications au fil des années. Donc, elle a publié un bulletin depuis 1955 et elle a publié une revue qu'elle continue de publier aujourd'hui à partir des années 1970. Donc, ce fonds-là, on peut y retrouver certaines zones d'ombre. Donc, on peut faire état des relations que la SELF a entretenues avec les associations affiliées au fil des années. Donc, que ce soit des organismes provinciaux, nationaux ou internationaux. Mais une zone d'ombre que j'ai remarquée, c'est que même s'il y a une bonne documentation sur ces relations-là, à certains égards, elle peut être limitée. Donc, par exemple, je vais prendre par exemple l'ACFO, la Société franco-manitobaine, qui ont joué un rôle très important dans l'éducation française. Il y a seulement quelques documents qui sont repérés dans le fond. Donc, il faut aller dans des fonds d'archives complémentaires pour pouvoir faire ressortir un portrait plus global des relations qui ont existé entre ces associations-là. Donc, pour la contribution de la SELF, donc ce qui se dégage en gros de 1947 à 2012, qui sont, comme je vous dis, les limites temporelles de ce qu'on peut trouver, c'est son rôle de concertation. Donc, les francophones du Canada sont surtout ceux en situation minoritaire, accordent une importance déterminante à l'éducation en français. Plus qu'un lieu de transmission de la langue, l'école représente une institution sociale d'importance vitale où se produisent et se reproduisent la culture et l'identité. Donc, ce qui m'apporte à adresser le rôle de la SELF de concertation. Donc, à partir des années 1960, la législation fédérale vient appuyer la cause de l'éducation de langue française avec comme point tournant la loi sur les langues officielles en 1969. Vient ensuite, en 1982, l'adoption de la Charte canadienne des droits et des libertés et surtout son article 23 qui vient garantir aux francophones le droit de faire instruire leurs enfants dans leur langue. L'article va également, à la suite de nombreux démêlés dans les années 1980, devant les tribunaux, va se traduire par le droit pour les francophones de gérer leurs écoles où se feront instruire leurs enfants. Or, la francophonie n'a pas un visage homogène. Donc, dans chaque province, les communautés francophones vont vivre des situations différentes. Les droits collectifs à une éducation de langue française en viennent à consolider la solidarité malgré la diversité des situations. Donc, dans les années 1970, la SELF va donc jouer un très grand rôle de concertation afin de bien identifier les objectifs communs qui rallient les francophones dans le domaine de l'éducation.
et pour présenter un front commun dans la poursuite d'un projet collectif auprès des instances gouvernementales. Ces congrès annuels qui vont porter sur des thématiques différentes vont devenir un espace de dialogue et de débat très important entre les représentants du Québec et ceux des autres provinces, surtout sur la question de l'éducation et plus largement sur le fait francophone au pays à l'aube du référendum québécois. Donc, dans les années 1960 et 70, son implication dans le débat sur la dualité canadienne témoigne de son engagement concret dans la réalisation par l'éducation de l'égalité des deux peuples fondateurs. Elle va tenter d'inciter les gouvernements provinciaux à agir dans ce sens et de faire reconnaître la nature fondamentale du fait français au Canada, en insistant sur le caractère urgent des réformes scolaires. Donc, sa proximité avec les organismes provinciaux va lui permettre de formuler des recommandations précises aux diverses instances gouvernementales et ce, pour mieux appuyer les différentes communautés. Au même moment, sur la scène canadienne, elle croit que la place qui va lui revenir doit être celle parallèle à la Canadian Education Association, donc la CEA que je vais l'appeler ici. Donc, les fins poursuivies par la CELF sont celles de servir l'éducation et la culture de langue française. Celles de la CEA sont de servir l'éducation et qu'elle soit d'expression anglaise ou française. Elle va donc, pour pouvoir avoir un poids plus important sur la scène associative, elle va s'engager dans son expansion. Donc, dans les années 70, elle va créer le Comité Francophonie Jeunesse pour faire participer la jeunesse au débat sur l'avenir de la culture française au Canada. Ce comité va accorder 2 places dans son conseil d'administration en 1972. En 1974, le comité va devenir la Fédération nationale des jeunes Canadiens français, qui aujourd'hui est la Fédération de la jeunesse canadienne française. La Commission nationale des parents francophones, donc la CNPF, elle, c'est une autre initiative de la CELF qui est fondée en 1969 lors de son congrès annuel. Cet organisme-là a la mission d'aider les parents francophones vivant en situation minoritaire dans la défense de l'éducation française. La CNPF va d'ailleurs jouer un rôle fondamental dans le dossier de la gestion scolaire dans les années 1980 et 90. Ce ne sont que quelques exemples parce que la CELF aura contribué à mettre sur pied d'autres réseaux, d'autres associations au fil de son histoire. Donc, en plus de son engagement dans le réseau associatif, elle va mettre aussi sur pied un comité qui va lui permettre en quelque sorte d'asseoir son rôle de concertation et d'être vraiment présente dans toutes les provinces du Canada. Donc, à son congrès annuel en 1972, son comité de liaison et d'action est formé. Donc, les organismes provinciaux, y compris ceux du Québec, ils sont représentés par leur président et leur directeur général. Et le rôle de ce comité est celui d'étudier la situation des francophones de chaque province et de conseiller la CELF dans le but d'améliorer l'unité nationale. Le comité va s'engager à sensibiliser le gouvernement fédéral dans une politique de radiodiffusion pour le développement de la culture française. Le comité va également travailler à l'obtention de meilleurs budgets pour les minorités francophones dans le programme d'action socioculturelle du secrétariat d'État. Enfin, le comité va s'impliquer dans les revendications provinciales pour les écoles francophones. Cette rencontre des leaders de la francophonie canadienne va donc créer une cohésion entre les groupes francophones du Canada et va leur permettre d'identifier leurs besoins communs dans le domaine de l'éducation. Donc, en raison des certaines difficultés que les communautés vont vivre à ce moment-là, et aux yeux des organismes francophones, il existe un besoin d'avoir un organisme politique pan-canadien pour les minorités francophones. Ce qui apporte à la réunion de ce comité-là du 27 novembre 1975, la création de la Fédération des francophones hors Québec, la FFHQ, qui est l'ancêtre actuel de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada. Donc, si on poursuit brièvement sur la crise constitutionnelle des années 70, les organisations francophones vont exercer des pressions pour l'enchâssement des droits linguistiques et des droits scolaires dans la Constitution. Pour elles, la culture et l'éducation sont des leviers du développement de chaque communauté, ainsi que de l'ensemble de la collectivité francophone canadienne. La CELF va donc tenter d'aider les francophonies minoritaires à améliorer leur situation, et elle va placer la question de l'éducation française et de la responsabilité provinciale en la matière sur la scène publique canadienne. Elle va élaborer un plan d'action pour le développement global de l'éducation française au Canada.
Et elle va présenter ce plan-là aux instances gouvernementales pour leur partager les priorités de chaque communauté dans le domaine. Dans les années 80, la CELF va de plus en plus s'impliquer dans les grands dossiers qui concernent les progrès de la communauté francophone. Elle va apporter son appui à diverses causes judiciaires, donc dans le but de faire reconnaître les droits collectifs des francophones à une éducation de langue française. Par exemple, elle va affirmer publiquement son soutien à la cause de Georges et Julia Bugnet en Alberta sur la compatibilité de l'article 23 de la Charte avec la loi scolaire albertaine. C'est cette cause qui sera portée devant la Cour suprême du Canada en 1989 et qui aura comme conséquence l'arrêt Mahé en 1990. Donc, la CELF va également manifester sa solidarité aux Franco-Ontariens et aux Acadiens dans d'autres litiges qu'ils vont mener séparément dans leurs provinces respectives pour faire reconnaître leurs droits scolaires. Donc, avec le droit Mahé, avec l'affaire Mahé en 90, donc ce jugement va imposer un cadre juridique à l'intérieur duquel les provinces doivent concéder la pleine gestion scolaire à leur minorité de langue officielle. Cette décision historique va apporter des changements organisationnels, mais n'impose aucune orientation particulière au contenu de l'éducation française. Ce qui nous apporte à parler de la Table nationale de concertation sur la programmation scolaire de langue française, créée en 1990, qui sera une importante initiative de la CELF, une importante initiative de la CELF à l'établissement de programmes pédagogiques propices au développement de la culture et de la langue française au Canada. La table vise à harmoniser le contenu et l'action pédagogique entre les provinces. Et avec les années, elle aura favorisé la mise en commun des ressources éducatives dans le secteur de l'éducation française. Donc, bien qu'il s'agisse d'un survol très bref de ce que je pense qui est la contribution de la CELF dans les grands enjeux historiques de l'éducation au Canada, ce qu'on peut retirer, ce qui se dégage de ce portrait, c'est un portrait d'un organisme qui fonde son action sur l'esprit de solidarité linguistique et culturelle qu'elle cherche à cultiver parmi ses membres, et ce, tout en respectant et en valorisant les intérêts particuliers de chaque communauté et les prérogatives provinciales en la matière. Et c'est ça. Merci beaucoup, Danica. Quel legs impressionnant et vraiment, tu as réussi à très, très bien résumer plusieurs décennies de travail de la CELF auprès des communautés de langue française. Donc, maintenant, je vais me tourner, et ça introduit très, très bien le sujet. Maintenant, je vais me tourner vers Marcel Larocque, donc l'actuel président de la CELF. Et Marcel, j'aimerais vous poser cette question. La riche histoire des 75 ans de la CELF reste à écrire, bien que nous bénéficions d'ores et déjà d'une exposition sur la CELF, qui est lancée donc aujourd'hui, et de textes déjà sur son histoire, notamment préparés par Danica et qui nous en a donné un aperçu à l'instant. On dit qu'une histoire orale riche se transmet à l'intérieur de la CELF depuis les 30 dernières années, une espèce de mémoire organisationnelle. Quel rôle joue cette histoire orale et que dire de l'histoire plus contemporaine de la CELF? Quels ont été les grands changements au niveau de ses orientations, son fonctionnement, sa structure, sa gouvernance, qui lui permettent de s'affirmer comme une autorité en matière d'éducation de langue française au Canada? Merci beaucoup, Mme Bélanger. D'abord, permettez-moi de vous dire un beau bonjour, bonsoir, dépendamment du fuseau horaire où vous vous situez présentement. Je me permets aussi le petit luxe de saluer les membres du conseil d'administration. J'ai des gens du COS, j'ai des gens de nos comités que je vois en ligne avec nous ce soir. Merci aussi au personnel de bureau d'être là, Richard, le directeur général actuel. Un petit message spécial pour ma prédécesseur, celle qui était à la présidence avant moi, Anne Vineroy. Allô, Anne. Et juste pour être sûr d'oublier personne, amis asselfiennes, c'est un plaisir de vous parler ce soir. En effet, la mémoire organisationnelle de notre association est très bonne pour ce qui concerne les 30 dernières années. Ça s'explique par un taux de roulement du personnel très faible, mais aussi par un souci de continuité au sein du conseil d'administration et des autres instances et comités d'orientation.
La CELF a failli disparaître à la fin des années 80 et les raisons en sont assez nébuleuses. C'est après cette époque qu'à l'interne, on connaît notre histoire. En gros, on est passé d'un organisme généraliste en éducation francophone avec une programmation récurrente sur une base annuelle à une association performante avec des objectifs pluriannuels précis et des plans d'action rigoureux, avec des résultats à atteindre, un peu comme la plupart de nos associations fonctionnent maintenant. Une première refonte a été réalisée en 2001, où nous avons transformé notre conseil d'administration à 34 personnes en 2 instances, un CA de 10 personnes et un conseil de gouverneurs de 35 personnes, un siège ayant été ajouté pour représenter les 3 territoires. Au plan légal, c'est le CA qui est imputable et il fallait qu'il puisse se réunir au moins 2 fois par année, même un peu plus, ça va de soi. Pas évident pour un groupe de 34 personnes. Par contre, nous voulions garder ce groupe de personnes représentant toutes les provinces et territoires du pays, et notamment les représentants des ministères et des territoires. Il y en a même quelques-uns avec nous ce soir. Pour la CELF, les membres du Conseil des gouverneurs, ce sont nos antennes dans tous les coins du pays. Avant tout, nous sommes un réseau et nous voulions des objectifs communs pan-canadiens. Et les ministères nous permettaient d'avoir une vision globale sur l'ensemble de toutes nos activités en région partout. Une deuxième refonte a été réalisée en 2017, transformant ce Conseil des gouverneurs en comité d'orientation stratégique, qu'on appelle le COS. En plus des membres du CA et des représentants des ministères de l'Éducation, 8 personnes sont nommées par le CA en fonction de la contribution qu'elles ou ils peuvent apporter à l'atteinte de nos objectifs. Par ailleurs, depuis 2008, la CELF travaille à l'aide de plans d'action triennaux que nous appelons nos cadres d'amélioration continue. La CELF est reconnue pour sa capacité à remettre en question et à s'assurer que ses initiatives répondent aux besoins émergents. Et maintenant, considérant que les choses évoluent de plus en plus vite, nous allons mettre en œuvre un plan d'amélioration continue évolutif. Ce n'est pas seulement la faute de la COVID. C'est-à-dire que nous allons plus travailler sur des horizons de 3 ans, mais que nous allons revisiter ce plan à chaque année de manière à ce qu'il demeure pertinent à ce qui se passe dans les milieux éducatifs. Comme mentionné plus haut, la CELF agissait comme un organisme généraliste, un peu comme tous les organismes, bien sûr. Toutefois, en 2002, à la suggestion du ministère du Patrimoine canadien, la CELF est entrée dans une démarche pour se donner un créneau qui lui soit propre. Quelle serait la contribution spécifique de la CELF à titre d'organisme national au développement et à la vitalité de l'éducation francophone? Après de nombreuses consultations auprès de nos membres et nos partenaires, le réseau de la construction identitaire a été identifié. C'est déjà ce que la CELF faisait au-delà de ses activités, mais sans l'avoir clairement identifié, défini et sans être donné une vision claire et un plan d'action. Que la CELF décide de prendre ce créneau en main, de le développer et de produire du matériel pédagogique répondait à un besoin important signalé tant par nos membres, nos partenaires, les ministères de l'Éducation. En 2006, la CELF a donc publié son cadre d'orientation en construction identitaire, ainsi que 8 principes directeurs en construction identitaire. Depuis, nous avons élaboré une gamme de près de 40 ressources pédagogiques, toutes basées sur la même approche, sur les mêmes principes directeurs. Tout est en cohérence. On cherche à toucher toutes les clientèles et pour y arriver, on travaille en collaboration avec tous nos partenaires nationaux. La CELF a réussi à développer une vision commune de la construction identitaire, bien ancrée dans la réalité de nos écoles francophones situées partout au Canada. Et cette vision est partagée de manière très officielle, puisque les 8 principes directeurs développés par la CELF ont été adoptés officiellement par le comité tripartite, qui est une instance pan-canadienne où siègent des représentants du ministère du Patrimoine canadien, des ministères de l'Éducation, des 12 provinces et territoires et de tous les grands organismes nationaux francophones. Merci. Beaucoup, M. Larocque, pour ce tour d'horizon de l'évolution, notamment de la structure de l'association. C'est très important pour comprendre aussi son passé et son avenir. Maintenant, je me tourne vers la professeure Diane Gérin-Lajoie. Diane, j'aimerais vous poser la question suivante. Dans le contexte d'une francophonie canadienne diversifiée à plusieurs points de vue, quel rôle a joué la CELF
au fil du temps pour en rendre compte? Avant de commencer à vous répondre, je voudrais vous remercier beaucoup de m'avoir invité pour participer à la table ronde. Ça m'a vraiment fait grand plaisir parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec la SELF et aussi à cause de l'excellent travail là, que la SELF a fait là, au fil des ans. Donc, merci beaucoup. Pour parler de la question de la diversité et la façon dont la SELF a composé finalement avec cette réalité-là, je pense que sans vouloir me faire une historienne parce que je ne le suis pas, mais quand on regarde un peu ce qui s'est passé avec les écoles de langue française, bon, on a parlé quand même assez dans un passé là, quand même assez lointain du défi, des défis qui se présentaient étant donné une population scolaire diversifiée, surtout avant peut-être milieu des années 90, là, surtout par rapport à l'anglais et la présence finalement de l'anglais dans les écoles, étant donné que beaucoup des élèves ne vivaient pas nécessairement dans des familles uniquement francophones ou encore à l'intérieur de leur famille, disons, les pratiques langagières pouvaient se dérouler plutôt en anglais. Donc, il y a eu cette préoccupation-là, je pense, très tôt à la SELF de voir finalement la composition des écoles comme étant une composition non pas homogène d'élèves, mais plutôt une composition hétérogène d'élèves, et le souci de préparer ou du moins d'aider le personnel enseignant, le personnel des écoles en général, à pouvoir composer avec cette réalité-là, pour essayer le plus possible de donner de l'appui justement pour répondre à ces défis-là. On remarque qu'à partir du milieu des années 90, il y a eu les écoles de langue française. Moi, j'ai travaillé là, en Ontario, mais ça s'est posé aussi ailleurs au pays. On a remarqué une poussée, si je peux dire, ou un plus grand nombre d'élèves qui étaient d'origine diverse, dont les parents choisissaient, la plupart des parents étaient des immigrants ou des réfugiés, mais les parents choisissaient d'inscrire leurs enfants à l'école de langue française, soit du fait qu'ils étaient eux-mêmes francophones ou encore qui venaient de pays où le français avait été la langue officielle au niveau de l'école pour les élèves. Et on a vu cette présence-là d'origines diverses, surtout au milieu des années 90. Là, je parle pour l'Ontario, surtout dans la région de Toronto et la région d'Ottawa. Donc, ça a été une autre composante qui a influencé, disons, la direction qu'a prise la SELF au niveau là, de développer des appuis, développer un soutien dans les écoles par rapport à cette présence-là qui avait changé finalement. Et je pense que c'est ça qui en est la SELF. Puis là, je parle à travers mon chapeau, mais je pense que c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Il y a eu un plus grand intérêt dans la question du rapport à l'identité, qu'on a appelé construction identitaire, c'est-à-dire c'est davantage, je pense que c'est mieux d'en parler en termes d'un processus de construction identitaire, mais ces questions-là ont commencé à prendre une grande importance, je pense, dans la façon dont la SELF voyait son rôle, qui est un rôle de rassembleur finalement, parce que quand on regarde la façon dont la SELF
travail, soit au niveau justement du soutien au personnel enseignant par le biais des stages de formation, par exemple, surtout par le biais des ressources et des outils pédagogiques, finalement, qui sont vraiment... je regardais, là, parce que j'ai perdu un peu contact là, ces dernières années avec le travail qui se fait, mais c'est incroyable de voir au niveau des outils pédagogiques comment les enseignants et le personnel des écoles est en mesure de vraiment travailler très intensément, je peux dire, avec les élèves sur ces questions-là. Là, il reste à savoir si tout le monde s'en sert, mais ça, c'est une autre question, ça pourrait être une petite recherche. Mais tout ça, là, pour résumer, parce que je ne veux pas prendre plus que 5 minutes, je vais probablement dépasser, je pense que cette préoccupation-là de répondre aux besoins des écoles en milieu minoritaire ne pouvait pas passer à côté de cette reconnaissance-là d'une population scolaire hétérogène et très diversifiée, tant au plan de la langue qu'au plan de la culture aussi. Alors, je pense que ça a toujours fait partie, en tout cas du moins moi depuis que je connais la SELF dans les années 90, ça fait partie ça, du quotidien de l'association. Je vais m'arrêter là-dessus. C'est très intéressant, Diane, et d'autant plus qu'une partie de ta carrière, tu as beaucoup travaillé de près avec la SELF. Ouais. Et je pense que c'est ça que tu mets l'accent sur ce rôle-là rassembleur de la SELF dans la production des outils, des ressources qu'elle entreprend là, dès les années 80, comme M. Larocque nous l'a dit. Et toi, dans le fond, tu vois ça comme une façon d'outiller les écoles, de répondre à des besoins à travers une stratégie très rassembleuse. Donc, c'est vraiment intéressant. Maintenant, je vais me tourner vers Annie Pilote. Annie, j'aimerais vous poser cette question. L'histoire de la SELF nous apprend qu'elle a joué un rôle actif dans la question scolaire. Et Michel l'a rappelé au tout début de cette rencontre. Une question qui occupe toujours, à l'heure actuelle, une place de premier plan dans le débat public de la francophonie canadienne. Comment, selon vous, réussit-elle à documenter les grands enjeux contemporains de l'éducation francophone au Canada, surtout ceux qui touchent la diversité linguistique et ethnoculturelle? Bien, merci, Nathalie. C'est une question, quand même une grosse question qui m'est posée dans le cadre de cette table ronde. On peut commencer par se demander qu'est-ce qu'on entend par question scolaire. Hein? Moi, je dirais que du point de vue de la sociologie de l'éducation, c'est une question, dans le fond, qui nous ramène clairement au processus à travers lesquels les institutions éducatives contribuent à produire et reproduire les inégalités sociales. Hein, donc, c'est comme ça que je vais prendre là, la question qui m'est posée. Alors, dans les milieux francophones au Canada, évidemment, les inégalités sont étroitement liées à la langue et la culture. Là, je ne vous apprends rien lorsque je dis ça. En d'autres termes, on peut se demander, est-ce que tous les élèves francophones ont accès aux mêmes opportunités d'apprendre, de s'exprimer, de se développer ou de construire leurs aspirations? Plus spécifiquement, en ce qui concerne les francophones en situation minoritaire, est-ce que ces opportunités sont les mêmes que celles de la majorité linguistique? Or, c'est précisément là qu'une association comme la SELF permet, là, dans le fond, de placer le projecteur sur des enjeux d'une très, très grande importance, et ça depuis 75 ans. Alors, c'est pas peu dire. Le champ d'activité de la SELF est sur le terrain. On est à proximité des préoccupations des acteurs éducatifs et la SELF est extrêmement bien positionnée pour porter la voix de ces acteurs auprès des décideurs afin de faire de l'École de langue française un lieu d'inclusion qui permettra aux jeunes là, de s'épanouir et de forger leur parcours dans un contexte qui se veut sécurisant, qui se veut stimulant. Donc, si la SELF exerce son influence à travers sa participation à divers réseaux pan-canadiens, je pense que ça a été bien mis en évidence là, par les autres participants à cette table ronde. Moi, j'aimerais insister sur un autre point. Ces dernières années, elle le fait de plus en plus en s'appuyant sur la recherche scientifique.
notamment à travers la revue Éducation et francophonie. Alors, une revue qui a célébré ses 50 années d'existence en 2021. Alors, c'est pas peu dire quand même. On dit la SELF, c'est une longue association, mais une revue aussi qui a fait vraiment sa marque et qui occupe un espace enviable dans le monde de la recherche de langue française en éducation au Canada. Elle a pris un virage véritablement scientifique là, vers la fin des années 80, puis elle a aussi été pionnière dans la publication en libre accès. Alors, pourquoi est-ce que je parle là, de la revue Éducation et francophonie suite à la question qui m'est posée? C'est pour insister, entre autres, sur la volonté, je pense, de la SELF aussi d'embrasser les enjeux, justement, d'inégalité qui touchent l'éducation de langue française au Canada, mais à travers un prisme large. Alors, les thématiques qui ont été couvertes à travers les années par la revue montrent bien la volonté de partager des savoirs sur des enjeux d'actualité qui traversent les milieux d'éducation, et ce, peu importe là, que ça se retrouve en milieu majoritaire ou minoritaire. Alors, ces enjeux touchent à la fois le Québec, les communautés francophones minoritaires, mais aussi la francophonie internationale. Alors, on embrasse véritablement très, très large. Au fil des années, lorsqu'on regarde les thématiques des différents numéros qui ont été publiés par la revue Éducation et francophonie, on voit que la SELF s'est intéressée autant aux difficultés d'apprentissage, aux technologies de l'information, la petite enfance, qu'à des questions peut-être plus intrinsèquement liées aux enjeux de langue et de culture à travers la construction identitaire, le pluralisme et l'équité, et plus récemment, un numéro qui a porté sur l'autochtonisation en milieu francophone. Alors, c'est pour ça que je dirais que la SELF a une portée qui va bien au-delà des établissements d'enseignement primaire, secondaire. À travers sa revue scientifique, notamment, elle s'est avérée un acteur extrêmement important de l'enseignement supérieur et de la recherche de langue française au Canada. Alors, s'ajoutent évidemment à cela toutes les occasions d'enrichissement, de formation à l'enseignement qui sont proposées, que ce soit par les stages pan-canadiens qui sont proposés, mais aussi à travers les différentes occasions de développement professionnel des enseignants et des enseignantes, lors de son congrès annuel, par exemple. De même qu'à travers le développement de ressources, Diane en a bien parlé tout à l'heure, toutes les ressources en ligne qu'on peut retrouver là, sur son site web, notamment la banque de ressources en construction identitaire, qui est réellement une ressource majeure qui a été développée au cours des dernières années. Donc, il me semble qu'à travers ces différents points d'entrée, la SELF a vraiment joué un rôle qui s'est accru à travers le temps et qui s'est vraiment ancré là, dans des fondements très, très solides, ancrés dans la recherche notamment. Merci beaucoup, Annie. C'est très intéressant. Vous avez raison de rappeler toutes les contributions scientifiques de la SELF, finalement, qui ont permis de répondre à des questions sensibles, des questions de pointe, notamment à travers ces congrès, la revue Éducation et francophonie, qui a aussi une longue vie. Vous avez raison. Donc, merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Enfin, nous sommes rendus à ce deuxième tour de table avant de prendre les questions des participantes et des participants dans la salle virtuelle. Donc, encore à peu près 5 minutes par participant. La même question que j'aimerais vous poser à tous les quatre est celle-ci. Après 75 ans d'activité dans la francophonie à travers tout le Canada, quelle est, selon vous, la principale contribution de la SELF, celle qui marque son histoire? Ou quelles seraient, selon vous, ses contributions, au pluriel, les plus importantes à l'éducation de langue française au Canada? Donc, peut-être on pourrait commencer cette fois-ci, peut-être avec... ou je ne sais pas, qui aimerait commencer? Ben, moi, je peux peut-être commencer s'il y a personne bien, Diane, oui. Qui peut le faire. Moi, je pense que la principale contribution de la SELF, puis j'en ai parlé un petit peu tantôt, c'est son idée de rassembler les gens qui travaillent dans un milieu qui n'est pas pareil à celui d'un autre individu, mais dont les préoccupations demeurent les mêmes, avec des défis qui sont peut-être différents, mais il y a ce fil-là conducteur qu'on retrouve, et moi, je pense que
la façon de travailler et d'aborder les questions d'importance a vraiment démontré le grand souci de la SELF de vouloir tenir compte des réalités particulières à travers ce fil conducteur-là. Et je pense que ça, on le voit bien dans la représentation au sein des comités, par exemple, au sein du conseil d'administration. Moi, j'ai été représentante, par exemple, pour l'Ontario, pour les stages de formation sur le comité qui s'en occupait, je ne me rappelle même plus en quelle année, ça fait tellement longtemps. On était encore au-dessus du salon funéraire, alors les bureaux étaient à un endroit assez particulier. Bon, en tout cas, c'est, comment je peux ça? Et on sent dans la façon dont Annie parlait de la revue. Quand on regarde les thèmes, quand on regarde les gens qui ont contribué à ces thèmes-là, oui, ça porte sur les minorités linguistiques, mais ça déborde aussi de la minorité francophone au Canada, des minorités francophones au Canada. Donc, il y a cette ouverture aussi qui peut permettre, tant sur le plan académique que sur un plan peut-être un peu plus appliqué, de voir finalement que cette réalité-là, même si elle est différente, il y a quand même un fond de vérité qui est partagé par plusieurs personnes. Alors, puis je pense que quand on regarde bien, ça, je pense que c'est le rôle des directions d'école, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est fait et c'est bien fait, mais les gens qui bénéficient le plus du travail de la SELF, selon moi, ce sont les enseignantes et les enseignants qui ont la possibilité d'aller chercher du matériel qui va les aider à composer avec la réalité de la salle de classe. Et moi, pour avoir donné des ateliers dans les stages de perfectionnement, par exemple, c'est très clair que les gens qui se rencontrent de différentes régions du Canada ont de quoi partager et aiment partager aussi. Puis une chose, puis c'est la dernière chose que je vais dire, là, je pense aussi le fait de ne pas avoir mis l'accent sur le Québec, sur le milieu majoritaire québécois. Parce que oui, on en parle, mais pas tant que ça, là. C'est pas le même discours politique, par exemple, que celui du ministère de l'Éducation. Donc, on a vraiment un discours sur la question des minorités et non pas une espèce d'accent ou de focus sur le Québec qui déborde dans les comités, dans les communautés francophones. Je ne sais pas si mon idée passe bien, là, mais je pense que c'est aussi remarquable parce qu'ils sont dans un milieu francophone majoritaire aussi pour travailler. Donc, c'est vraiment la grosse contribution là, pour moi, c'est ce fil rassembleur-là qu'ils ont su développer à travers le temps. Merci, Diane. Donc, c'est ça, de savoir se décentrer pour justement aller embrasser cette question-là de la diversité francophone à travers le pays, tout en œuvrant là, au niveau d'un rôle rassembleur. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Je ne sais pas qui d'autre aimerait poursuivre. Quelle est la contribution la plus importante selon vous ou les contributions les plus importantes? Mais si vous permettez, je pense que je vais enchaîner parce que Mme Diana Lajoie a exactement commencé les premières lignes de mon propos. Excellent. Elle connaît très bien l'organisation, en effet. Nous, de ce qu'on sait, c'est que la SELF a été créée en 1947, comme vous l'avez dit, bien sûr. C'était l'idée d'abord d'avoir un lieu d'échange et de discussion pour les francophones du Canada sur les enjeux en éducation de langue française. Et ça, je pense que la SELF a relevé le défi. Ça fait déjà 75 ans et ça perdure. La période la plus délicate a assurément été à la fin des années 60, où un certain schisme s'est opéré entre les Québécois et les francophones des autres provinces et territoires. Je ne saurais pas vraiment dire pourquoi,
mais c'était le cas. Le résultat est là. La SELF a survécu, elle est demeurée pan-canadienne. Le Québec a fait et fait toujours partie de nos instances. Et dans les années 1970 et 1980, le SELF a contribué à la création de beaucoup des associations de la francophonie canadienne qui sont actives aujourd'hui. On a entendu tantôt la série d'acronymes, entre autres. Les congrès annuels de la SELF ont toujours joué un rôle majeur dans cette volonté de créer des lieux de discussion sur l'éducation en francophonie. Vous avez demandé un point fort. Je suis obligé d'être un peu dissident, comme toujours, pour les gens qui me connaissent. J'en rajoute 2 autres, mais je promets, ça sera à l'intérieur de 5 minutes. Au cours des années 70, la SELF soutient beaucoup la culture francophone, ce qui m'amène, à mon avis, à la deuxième réalisation de la SELF, que je vais mentionner aujourd'hui, soit les salons itinérants du livre francophone qui ont débuté en 1977 pour se terminer en 1991, quand même pendant 14 années. Ça, pour moi, c'était totalement inconnu comme fait. Les tournées s'organisaient chaque année en rotation dans l'Ouest, l'Ontario et l'Atlantique. L'objectif était d'encourager la lecture et la diffusion du livre francophone à une époque où les communautés francophones y avaient difficilement accès. Malheureusement, nous n'avons pas de statistiques complètes, mais on sait que de 1978 à 1980, juste comme exemple, la SELF a organisé 28 salons du livre à travers le pays durant 3 années. Subventionnés par le Conseil des arts du Canada, les salons du livre ont une importance considérable pour les maisons d'édition, les intervenants du milieu scolaire de langue française, les jeunes et leurs parents, de même que pour les auteurs. Concrètement, 2 membres du personnel de la SELF partaient des bureaux de Québec au volant d'un immense camion rempli de livres pendant 1 mois. Une tournée sur plusieurs salons dans autant de villes différentes. La SELF obtient ainsi la collaboration étroite de comités locaux pour en faire un événement très rassembleur et festif avec plusieurs activités, soirées d'ouverture, activités d'animation avec des auteurs, concours oratoires, lancement de livres, lecture de poésie. Les activités sont toujours là en région, partout nous le savons. La SELF n'est pas impliquée, mais à l'époque, ça a été précurseur. 3e et dernière réalisation que je mentionnerai aujourd'hui, pour nous, la plus récente, c'est celle dont nous sommes présentement le plus fiers, évidemment. C'est le leadership rassembleur que nous avons pris dans le dossier de la construction identitaire francophone. Un réseau avant tout, et vous allez voir qu'on crée des outils par après. En privilégiant la voie consensuelle, en étant toujours branché autant sur la recherche que sur la pratique, nous avons élaboré une gamme significative de ressources servant à alimenter tant de réflexion que l'action des intervenants scolaires. L'offre de la SELF est très variée. Activités pédagogiques, documents de réflexion, activités de formation adaptées à diverses clientèles, une revue scientifique, des congrès annuels, des stages, partout. Et nous utilisons les technologies pour rendre nos ressources encore plus accessibles. On vient de procéder à la refonte complète de notre site Internet. On publie régulièrement des vidéos, des balados, des textes inspirants sur notre blog Francosphère. Nous sommes très présents sur les réseaux sociaux. Le travail se poursuit en ce moment. C'est particulièrement la question du cheminement identitaire francophone en contexte de diversité culturelle qui fait l'objet de notre réflexion. On commence à penser peut-être un colloque 2026 à suivre. Merci beaucoup, M. Larocque. C'est fort intéressant de rappeler justement ces salons itinérants du livre. C'est fascinant. Merci beaucoup. Alors, maintenant, je ne sais pas si Annie ou Danica, peut-être, veulent partager avec nous. Je peux y aller. Oui. Je peux y aller. Donc, merci. Donc, ce que je vais dire va se rattacher un peu de ce que Diane et Marcel ont dit. Donc, ce que j'ai présenté précédemment, c'était le rôle de concertation qu'a joué la SELF au fil de son histoire. Et c'est exactement ça, ce fil rassembleur-là, qui, à mon avis, est probablement sa contribution la plus importante au développement de l'éducation au Canada. Donc, mais à cette composante-là, je vais ajouter, pour ne pas m'étendre aussi sur le sujet que j'ai abordé précédemment, sa contribution à la sensibilisation des différentes communautés éparpillées à la grandeur du pays aux réalités vécues ailleurs. Donc, que ce soit en Ontario, en Alberta, au Nouveau-Brunswick, au Québec, les réalités sont très différentes, mais ils ont aussi un vécu commun. Donc, la SELF, comme vous avez dit précédemment, c'est ça, c'est ce fil rassembleur-là, on a un vécu commun, même si on vit en situations très différentes, en réalité différentes. Donc, je vais vous aborder quelques initiatives pour venir compléter un peu ce qui a été dit.
Donc, au tournant des années 90, la CELF croyait nécessaire justement de questionner un peu son idéologie, ses buts et sa perception de la francophonie, donc qui est de plus en plus marquée par le pluralisme culturel et identitaire qui va caractériser la société canadienne. Quelques-unes de ces initiatives, à ce moment, visent donc de sensibiliser les francophones et de développer un sentiment, le sens d'appartenance à une francophonie nationale, même malgré les différences. Donc, si on prend par exemple son programme d'échange d'élèves francophones qui a été mis sur pied en 1989, donc la CELF va créer quelques programmes pour nouer des liens entre les francophones du Québec à ceux qui habitent en situation minoritaire. Donc, avec la collaboration financière du ministère de l'Éducation du Québec et du Secrétariat d'État du Canada, le programme de voyage-échange va s'adresser aux élèves francophones de la fin du primaire et du début du secondaire. Puis, les classes vont être jumelées entre celles du Québec et celles des provinces. Puis, c'est pour favoriser la consolidation de liens de solidarité dans la francophonie canadienne, ainsi qu'une compréhension mutuelle des réalités vécues en milieu majoritaire et minoritaire. Donc, ensuite, ça, c'est une de ces multiples initiatives. Ensuite, elle a mis sur pied des stages de perfectionnement, je pense que Diane a mentionné plus tôt, à l'été 1990. Donc, pour ces stages-là, la Ville de Québec accueille à chaque été, pour une durée de 2 semaines, des enseignants de l'élémentaire, du secondaire, des directions d'école et des intervenants en alphabétisation qui souhaitent un ressourcement éducatif et culturel en langue française. Les stages vont permettre un échange de connaissances, d'innovation pédagogique et d'expériences culturelles entre les animateurs et les stagiaires. Le contenu, c'est le fruit d'une équipe de pédagogues avec la collaboration des représentants des ministères d'éducation, des directions d'école et des conseillers scolaires dans les différentes provinces et territoires. Donc, ces stages ont accentué le rôle spécifique que la CELF attribue à l'éducation dans la construction de la francophonie canadienne comme société globale, et ça au-delà des appartenances provinciales. Les stages en enseignement dans la francophonie canadienne, c'est un autre de ces initiatives qui a été mise sur pied au début des années 2000, donc en 2001, et vont aussi s'inscrire dans ce sens. Donc, en réponse à une pénurie d'enseignants francophones, la CELF et l'Université Laval vont collaborer à la mise sur pied d'un programme innovateur de stage en enseignement dans les communautés francophones en milieu minoritaire. Donc, les étudiants qui fréquentent les facultés d'éducation québécoises ont l'occasion d'aller compléter le stage de formation pratique dans les écoles de l'Ontario, du Manitoba, de l'Alberta, de la Colombie-Britannique et du Yukon. Donc, ces stages-là sont d'une durée de 6 à 9 semaines et ont commencé justement au Manitoba en 2001. Cette initiative-là va permettre aux étudiants québécois de recevoir une formation théorique dans un milieu francophone majoritaire, mais d'avoir leur formation pratique dans un contexte minoritaire. Donc, ça va leur permettre de prendre conscience des particularités et des défis de l'éducation en français dans les diverses communautés à travers le pays. Donc, enfin, comme vous l'avez mentionné, à la fin des années 90, la CELF va s'engager dans la production de matériel pédagogique et d'outils favorables à la construction identitaire. Pour ne nommer que quelques initiatives, donc on peut mentionner la Banque d'activités pédagogiques qui a été mise sur pied en 1998, qui est une ressource informatique incontournable, qui va rassembler des activités informatiques pour la petite enfance, les élèves du primaire et du secondaire, ainsi que les apprenants en alphabétisation. Ensuite, en 2004, en collaboration avec le Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques et avec l'appui du ministère du Patrimoine canadien, la CELF va publier un manuel d'histoire intitulé « Voyage en francophonie canadienne ». Donc, ce livre-là va relater les 400 ans de présence francophone et les multiples visages que revêt la francophonie canadienne. Donc, ce sont des initiatives qui amènent les jeunes, les enseignants, les parents, les directions d'école et tout autre intervenant dans le monde scolaire à prendre conscience des enjeux de l'éducation française en milieu majoritaire et minoritaire et qui va les inviter à développer un sens d'appartenance à une francophonie qui est non seulement nationale et même internationale. Donc, c'est ce rôle de sensibilisation-là que la CELF, qui rejoint en partie aussi son rôle de concertation et d'une association rassembleur, qui, à mon avis, est une de ses contributions les plus importantes de son histoire. Merci beaucoup, Danica. C'est vraiment impressionnant, ces multiples contributions, initiatives au fil du temps. Vraiment intéressant. Donc, maintenant, je donnerai la parole à Annie et ensuite, on pourra ouvrir la période de questions.
Merci Nathalie. C'est extrêmement embarrassant de parler après Danica. Elle a fait un travail extraordinaire. Je l'aurais écouté toute la soirée nous raconter l'histoire de l'évolution de la selve à travers toutes ces multiples contributions. C'est vraiment un travail incroyable là, qui a été fait pour nous et j'aurais bien aimé pouvoir voir l'exposition là, qu'elle va nous présenter tout à l'heure. Donc, ma réponse, surtout que je parle en dernier, va être donc d'une grande évidence et évidemment, ça va peut-être vous apparaître comme une grande banalité, mais je dirais que la plus grande contribution de la selve aurait été de garder le projecteur sur l'évolution des enjeux relatifs à la langue française en éducation à travers le temps. Hein, on l'a bien dit, 75 ans, c'est long. Il y a eu différents événements qui ont marqué cette période-là, comme nous l'a bien rappelé Danica. C'est pas en descendant dans la rue que la selve a défendu le français pendant toutes ces années. C'est au contraire à travers une force tranquille et positive, à travers ce que tous les autres avant moi ont mis en évidence, à travers une action concertée qui a su mettre en valeur la richesse des contributions et aussi la fierté d'affirmer la langue française telle qu'elle s'exprime à travers une diversité de cultures et d'espaces géographiques. Alors, la selve a vraiment réussi à faire ce virage-là, je pense, pour que tous les francophones se sentent inclus et qui se retrouvent là à travers son action. Si j'insiste là-dessus, puis que je dis, bon, ça semble peut-être banal, c'est que de nos jours, on parle beaucoup des enjeux d'EDI, hein, équité, diversité et inclusion dans nos établissements d'enseignement. C'est un enjeu extrêmement important. On a parfois l'impression que le français est oublié. Hein, le grand oublié à travers ces enjeux-là. Pourtant, c'est au cœur aussi de ces préoccupations. Et donc, des associations comme la selve ont le rôle aussi de nous rappeler qu'on ne doit jamais tenir pour acquis toutes ces avancées qui ont été faites au niveau de l'éducation de langue française au Canada et à tous les ordres d'enseignement. Alors, je pense qu'il est plus important que jamais là, de continuellement rappeler les conditions inégales auxquelles sont confrontés les francophones lors de leur parcours scolaire, au fil du développement de leur carrière professionnelle en français. Alors, il me semble que la selve s'inscrit comme d'autres associations qui ont, ces récentes années, là, attiré l'attention de manière renouvelée sur ces enjeux-là. Et je noterai au passage le rapport de l'ACFAS, pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers avec ce rapport récent, qui a porté sur les conditions de la recherche de langue française en situation minoritaire, qui démontre bien, finalement, comment ces défis restent encore à surmonter à travers l'ensemble du système d'éducation au Canada. Alors, longue vie à la selve parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Merci Annie, donc c'est très, très intéressant. Justement ce rôle-là de la selve qui garde le fort en fait, hein, qui continue à mettre de l'avant des priorités importantes tout en embrassant de nouveaux enjeux fort importants qu'elle documente aussi de multiples façons, tant au niveau pratique, scientifique, avec les ressources qu'elle produit. Donc maintenant, il me fait vraiment plaisir d'ouvrir les questions à la salle. C'est le moment ou jamais de poser des questions à nos participants. Donc, vous pouvez soit lever la main avec le petit icône que vous pouvez activer tout au bas du menu ou la poser dans la barre de commentaires, de dialogue, et je pourrais peut-être à ce moment-là poser la question pour vous, mais vous êtes invité aussi à lever la main et poser votre question de vive voix. Oui, voilà, je vois Anne. Vas-y, Anne Gilbert. Bonjour. Vous avez beaucoup insisté sur la concertation qui s'est faite à la selve, sur la selve comme un lieu de rencontre des francophonies québécoises, acadiennes, canadiennes. Est-ce qu'il y a eu des moments dans l'histoire, ma question s'adresse peut-être plus à Danica, qui connaît mieux l'histoire peut-être de l'organisme, mais aux autres aussi. Est-ce qu'il y a eu des moments dans l'histoire où ce ralliement-là a été difficile, où la concertation a été plus fragile, où il y avait des tensions entre les francophonies des différentes régions? Ça nous permettrait de voir, de s'interroger aussi sur les façons de réussir à rallier les gens malgré les défis. Merci Anne pour cette question. Donc peut-être que j'inviterai Danica à y répondre, mais aussi
tous les autres, si vous avez des éléments à ajouter. Oui, donc merci Anne pour ta question. Donc, évidemment, c'est quelque chose que j'ai repéré dans les archives. Donc, dans les années 70, surtout, à l'aube du référendum québécois, où est-ce qu'on s'interroge un peu la place du Québec au Canada, il y a des tensions à l'intérieur de l'association. Donc, à ces congrès, on peut remarquer l'ACFA, justement, l'Association canadienne-française de l'Alberta, qui va émettre un commentaire comment est-ce que je pourrais dire, on n'adopte pas la position que cet organisme québécois-là va adopter. Donc, les Franco-Albertains vont à ce moment-là un peu se mettre sur leur garde. Et ça, c'est surtout parce que si on se dit à l'intérieur de l'association, en situation minoritaire, si le Québec n'est plus dans le Canada, qu'est-ce que nous, on fait? Donc, les francophonies ont besoin du Québec, non seulement du côté culturel, parce que les programmes pédagogiques dans les provinces ne sont pas aussi avancés que ce qu'ils sont au Québec. Donc, ça, c'est juste une des raisons qu'on voudrait préserver un peu l'unité, c'est qu'on a besoin du Québec. Mais les tensions sont très évidentes. Et puis, éventuellement, on reconnaît justement comment je peux dire ça, mon Dieu. Le fait que le Québec doit demeurer dans le pays et qu'on reconnaît son importance dans l'éducation française au Canada, on voit un peu les tensions se diminuer au fil des années, mais c'est très évident dans les années 70 qu'il y a un gros schisme à l'intérieur de l'association. Est-ce que d'autres voudraient ajouter? Oui, M. Larocque. Oui, si je pouvais rajouter, je n'étais pas là dans les années 60-70. Monsieur Lacombe, ensuite, pardon. Enfin. Allez-y. J'y étais pas dans les années 60-70, j'ai vu ça aussi, puis je peux me douter avec l'époque politique du temps et tout ça. Mais ce que je peux dire, moi, je suis à la CELF depuis 2006, ça fait quand même une quinzaine d'années. Et la CELF est vraiment pan-canadien. Plusieurs raisons qui font qu'on s'implique et qu'on demeure avec la CELF. En longévité, il y a 4 régions pour nous à la CELF, qui est l'Ouest des territoires, l'Ontario, le Québec et l'Atlantique. Distribution égale des participants, des gens qui viennent un peu partout, des ministères, au conseil d'administration. Et si on décortique notre sigle, canadienne, éducation de langue française. Et c'est vraiment ce qui domine dans toutes nos actions. Qu'est-ce qu'on peut apporter, qu'est-ce qu'on peut recevoir de tout le monde qui a ces 4 lettres-là de notre acronyme. Fait que c'est vraiment bien de voir ça. C'était probablement un mal nécessaire pour mieux définir qui nous sommes et qui nous serons. Espérons que ça va se poursuivre. Merci, Oui. Je vais ajouter juste quelque chose à ça en parlant de son conseil d'administration. Justement, il y a eu une restructuration de son conseil d'administration des années 60. Puis c'est ça aussi qui a apporté certaines tensions parce que le Québec avait plus de sièges. Donc, dans d'autres parties du pays, on se demandait bien, pourquoi est-ce que le Québec a plus de sièges? Je pense que c'est l'Ouest, si je ne me trompe pas, où est-ce qu'on avait 2 sièges, puis le Québec en avait 4-5. Donc, il y avait cette proportion-là aussi qui a été mise à l'évidence dans les sources, parce que j'ai pu voir qui aurait causé des tensions à l'intérieur de l'association. Ah, très bien. Donc, au niveau de sa gouvernance, des ajustements, des évolutions. Maintenant, j'aimerais donner à ce sujet-là la parole aussi à Richard Lacombe. Merci beaucoup. D'abord, merci aux 4 panélistes. C'était très intéressant de vous écouter. J'aurais 2 questions. Une première, peut-être plus à Danica, puis ensuite aux chercheurs. Ça a été mentionné plus tôt que dans l'histoire de la CELF, il y a des parts d'ombre. Ce n'est pas nécessairement des squelettes placés dans le décor, c'est qu'il n'y a pas eu de recherche tellement qui a été faite. La question à Danica, si vous avez remarqué, dans la première intervention de Danica, il y avait beaucoup d'interventions politiques que la CELF avait fait. Et pour ceux qui connaissent la CELF aujourd'hui, peut-être qu'ils se sont demandé « Ah oui, on a fait ça, nous autres? » Parce que maintenant, on est très apolitique et on ne touche plus à tous ces aspects-là. Alors, je ne sais pas si Danica peut nous expliquer comment on est passé à beaucoup d'actions politiques à ne plus en faire. Et peut-être c'est une zone d'ombre, peut-être. Et la deuxième, c'est comme chercheur, l'histoire de la CELF est fort intéressante. On en a des fragments aujourd'hui. Comment qu'on peut, maintenant que les archives sont disponibles pour la recherche, c'est un gros travail, mais merci au Centre d'avoir tout fait ça.
comment on peut susciter l'intérêt pour des chercheurs de continuer à creuser des aspects de la self, et pas juste la self pour elle-même, mais pour sa contribution, puis en lien avec l'avancée. Je remercie la personne qui a parlé du 50e de la revue, c'est Annie, parce qu'effectivement, c'est une autre grande réalisation et on va sortir un numéro spécial du 50e de la revue qui va sortir à l'automne prochain. Alors, j'ai une question, double question, une pour Danica, puis une comme chercheur. Merci. Merci Richard pour la question. Oui, justement, en termes de côté politique, et je pense que je l'avais mentionné dans ma première intervention, le besoin d'avoir un organisme politique s'est fait sentir dans les années 70. Puis c'est là qu'on a cru le besoin d'avoir cet organisme-là. C'est là qu'est créée la Fédération des francophones hors Québec qui va agir plus politique que ce que la CELF va agir par la suite. Donc oui, elle va soutenir des interventions, des causes judiciaires, mais en termes de poids politique, je crois que c'est un tournant dans les années 70 où est-ce qu'elle va se concentrer plutôt sur son rôle de concertation et va laisser un peu la partie politique à la FFHQ. Donc, c'est ce que j'ai remarqué. C'est certain, comme je dis, qu'à certains moments de son histoire, peut-être qu'elle va soutenir certaines causes politiques, mais c'est vraiment ce tournant-là que moi, personnellement, j'ai identifié. Est-ce que quelqu'un voudrait répondre maintenant au deuxième volet de la question qui porte davantage sur comment susciter des carrières de jeunes chercheurs entourant le fonds d'archives de la CELF, les différents pans dans l'évolution de l'association? Je peux y répondre. Oui, avec joie. Dans le fond, ce que j'ai remarqué en dépouillant un peu le fonds, c'est, comme je l'ai mentionné, c'est son ampleur. Donc, le fonds est très riche en documents. Donc, il fait vraiment état des liens de la francophonie canadienne, ce qui est très intéressant. Mais on a tendance, en histoire surtout, on a tendance à étudier un peu les différentes minorités en vase clos. Donc, mettons, les Acadiens, les Franco-Ontariens. Et je crois qu'en tant que chercheur, le fonds de la CELF est très riche pour mettre tout ce beau monde ensemble, si on pourrait dire, et un peu décloisonner un peu l'étude qu'on fait de la francophonie canadienne. Donc, pour les chercheurs qui vont s'intéresser à l'éducation, c'est peut-être de mettre en évidence justement la richesse du fonds. Bon élément de réponse. Je peux peut-être ajouter, parce que souvent les gens pensent, quand on parle d'un fonds, que c'est uniquement destiné aux historiens, aux historiennes. Alors, je pense qu'il y a peut-être aussi un petit peu de travail à faire, peut-être au niveau des institutions, soit les universités, les collèges, de passer le message qu'il y a beaucoup de disciplines qui peuvent s'abreuver de ce fonds-là, que ce soit en sociologie, que ce soit en sciences politiques, que ce soit, je ne sais pas moi, en études canadiennes, pas de remanier le fonds, mais de chercher à partir de sa propre spécialisation, ce qui peut être, disons, important de souligner, pas nécessairement d'en faire nécessairement l'objet principal, mais certainement, il y a la plupart des recherches, en tout cas en sociologie, en recherche qualitative, demandent une analyse documentaire préalable ou accessoire au reste de la recherche. Donc, il y aurait beaucoup de possibilités, même au niveau des cours dans les universités avec les étudiants, les étudiantes, leur faire découvrir ces domaines-là. Mais à ce moment-là, peut-être que, je ne sais pas jusqu'à quel point ça pourrait se faire, mais que la CELF, peut-être, essaie de publiciser ce côté-là, peut-être. Mais moi, je le verrais très bien dans plusieurs disciplines. Là. Suggestion très intéressante, Diane. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui veulent ajouter quelque chose suite à la question de Richard Lacombe.
Sinon, nous avons une question aussi que je viens de lire dans la barre de conversation de Adou Jean-Constant Atta. Est-ce que vous voulez la poser de vive voix ou je peux aussi la lire? C'est comme vous souhaitez. Et je peux la reposer, pas de problème. Oui, avec joie. Merci. Ma question est relative. Déjà, je voudrais remercier les panélistes pour ces informations très intéressantes. Et ma question est en lien avec les ressources dont a parlé M. Larocque. Alors, je voudrais savoir parce que en situation de classe, il y a pas mal de ressources qui sont par moments adaptées et même des plateformes qui sont utilisées pour l'enseignement-apprentissage et qui sont fortement connotées par la langue anglaise. Alors, est-ce que la SELF a peut-être une initiative de recherche dans ce sens en vue de faciliter l'usage de ces plateformes ou même penser à l'usage de certaines plateformes francophones pour faciliter l'enseignement-apprentissage en situation éducative? Merci. Oui, M. Larocque, merci beaucoup pour la question et je vous passe la parole, M. Larocque. Oui, merci. Oui, la SELF est très sensible à ce type de situations qui peuvent arriver. Ce soir, mon Zoom me parle en anglais. Parfois, c'est la plateforme sur laquelle on n'a pas de contrôle. Parfois, il est français, parfois, il est anglais. C'est des choses qui arrivent. Mais par contre, monsieur, ce que je vous invite à faire, c'est de nous mentionner spécifiquement où est-ce qu'elles sont les plateformes. Vous pouvez simplement nous écrire au niveau de la SELF et c'est le genre de situation qu'on s'occupe habituellement. Et si on peut trouver quelque chose en français, ça va certainement être priorisé. Merci. C'est vrai qu'en temps de pandémie, c'est une question fort importante. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? J'aimerais peut-être, Nathalie, si tu le permets, réagir à la question de M. Atta. Je trouve que ça met bien en évidence ce que je disais lors du premier tour sur les inégalités. Un très bon exemple de cela. Alors là, on est dans une situation de pandémie qui a mis les projecteurs sur de nouveaux enjeux en éducation. Alors, clairement, les écoles de langue française n'ont pas accès à autant de ressources que les écoles de langue anglaise qui ont, au bout d'un clic, toutes sortes de ressources en ligne qui ont été créées pour la planète au complet, alors que là, les enseignants doivent innover, trouver des solutions avec des environnements qui ne sont pas toujours bien adaptés. Donc, on voit bien comment, peu importe les nouveaux enjeux auxquels on est confronté, il y a encore des nouvelles marques d'inégalité qui viennent montrer que ce n'est pas toujours facile de faire en français, mais que ça vaut bien le coup. Merci, merci. Donc, on a le temps pour une dernière question avant de passer au lancement tant attendu de l'exposition en l'honneur des 75 ans de la SELF. Oui, Agathe Pascaline, allez-y. Et ensuite, si on a le temps, peut-être Hélène Boulay aussi. Bonjour tout le monde et bonjour aux panélistes. J'ai une question. Je voudrais d'abord aussi dire merci à chacun des panélistes qui est intervenu ce soir. Et c'est un grand plaisir pour moi de vous rencontrer, même si c'est virtuel, Madame Gérin-Lajoie, que j'ai plusieurs fois citée dans mes travaux. Donc, c'est un véritable privilège. En fait, ma question, c'est en ce qui concerne la présence de la multiculturalité dans les écoles. Je crois que ça a été mentionné justement par Madame Gérin-Lajoie. On sait qu'avec la présence de l'immigration massive, les écoles sont davantage plurilingues, les élèves sont plurilingues. En fait, je voulais savoir, est-ce que la SELF a déjà développé des ressources qui faciliteraient la construction identitaire francophone pour ce type d'élèves-là, des élèves qui parlent plusieurs langues. Merci. Merci pour la question. Est-ce que Diane, peut-être, tu réponds? Oui, je peux peut-être répondre, mais comme je ne travaille pas là, à la SELF, je ne veux pas trop m'avancer. Mais si vous allez sur le site de la SELF, si vous regardez les ressources, si vous regardez les outils pédagogiques, c'est incroyable le nombre
d'activités. En fait, c'est plus les activités pédagogiques, le nombre d'activités pédagogiques qui touchent la question de la diversité linguistique et la diversité culturelle. Donc, je pense qu'il y a moyen d'aller juste de passer au travers des activités parce que ça touche différents niveaux, différents au secondaire, au primaire. Et c'est très bien fait. Les activités sont très bien faites, très bien développées sur le plan pédagogique. Alors, je pense que si vous allez jeter un coup d'œil à ce qui se fait, vous allez sûrement trouver là, quelque chose qui va vous aller là, dans ce que vous cherchez. Mais peut-être que M. Larocque est peut-être plus en mesure de répondre. En tout cas, moi, c'est la réponse que je peux donner. Là. Si je peux me permettre, oui, je n'ai pas les détails moi non plus de chacune des activités, mais n'oublions pas que la CELF est pan-canadienne. Donc, nos enseignantes partout dans les écoles françaises font affaire avec une clientèle très diversifiée. Et nous ne sommes pas tous de l'Acadie où ma langue première est le français. Beaucoup viennent de d'autres cultures. Et oui, c'est facile de trouver des activités. Il y en a plein. La trousse du passeur culturel, entre autres, donne des éléments. Nous, on travaille pour la francophonie, on travaille en français, mais c'est très adaptable à beaucoup d'activités. Puis je suis sûr qu'en fouillant sur notre site, vous allez trouver, madame, des choses super intéressantes et adaptées à vos besoins. Merci. Alors, on a peut-être le temps pour une petite dernière question. Je sais qu'Hélène avait une question. Oui, en fait, j'avais ouvert puis fermé mon micro, baissé ma main parce que M. Lacombe avait un peu déjà adressé la question que j'avais, mais je pensais peut-être en fermeture, si je pouvais aller un peu plus loin, très, très rapidement. On a mentionné le passage assez politique de la CELF à une vocation beaucoup plus pédagogique. Puis j'étais juste curieuse de savoir si, selon vous, peut-être selon Marcel Larocque, mais aussi selon les autres panélistes, si vous pensez, est-ce qu'il y aurait une situation politique moderne dans laquelle la CELF s'impliquerait et quelle serait cette situation politique? Bonne question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer? Ma première réponse serait vraiment pas. Je n'ai pas vu dans les 15 dernières années où nous avons fait pression politique. On essaie plutôt de trouver des solutions, travailler en équipe, travailler en collaboration. Nous, on ne milite pas. Il n'y a aucune entrevue qui va être faite, même si parfois les journalistes aimeraient nous amener sur un terrain glissant, la langue, la culture, blablabla. On se tient loin de ça. Ce n'est pas à cet endroit-là que l'on concentre nos énergies. C'est vraiment sur la création d'outils, sur le réseau pan-canadien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour développer l'éducation de langue française partout au pays. Merci. Voilà. Alors, donc, s'il n'y a pas d'autres questions, il y a quelques commentaires fort intéressants dans la boîte de commentaires, donc je vous invite à les lire. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je passe maintenant la parole à Danica qui pourra procéder au lancement de l'exposition. Merci, Nathalie. Je vous souhaite un bonsoir à tous qui ont décidé d'assister à ce lancement. Je vais partager mon écran pour pouvoir vous montrer l'exposition virtuelle que j'ai réussi à mettre ensemble. Un instant. C'est ça, ici. Donc, je vais vous partager le lien par la suite dans la barre de commentaires. Donc, vous voyez bien mon écran? Oui? OK. Parfait. Donc, je vous remercie encore une fois pour votre présence ce soir. Il aurait été bien de pouvoir le tenir en présentiel. L'exposition est déjà tout montée dans l'aire d'exposition du CRCCF. Mais heureusement que nous avons cette plateforme pour pouvoir procéder. Donc, en espérant que vous allez apprécier son contenu. Donc, je tiens à remercier Lucie Hott et Michel Bock pour m'avoir offert l'opportunité de faire la conception de cette exposition. Je remercie également la CELF pour sa collaboration pour mener à bien ce projet, ainsi que le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes pour le financement qui a permis sa concrétisation. Et enfin, à toute l'équipe du CRCCF, je vous remercie pour votre patience
et votre aide précieuse tout au long de ce processus qui a été quand même au-dessus d'une année, donc je vous remercie. Donc, la création de cette exposition, intitulée La SELF, 75 ans à la promotion de l'éducation en français, de 1947 à 2022, m'aura d'ailleurs permis de dépouiller le fonds d'archives de la SELF plus que je l'avais fait précédemment dans le cadre de mes recherches doctorales. J'ai tenté de traiter de manière aussi exhaustive que possible les différentes orientations de l'association au fil des ans. Or, je précise que les limites temporelles du fonds d'archives, soit de 1947 à 2012, ont fait en sorte que les premières décennies de son existence sont très bien documentées et le virage au numérique dans la dernière décennie aura affecté ce qu'on retrouve dans les archives. Donc, pour mettre en lumière les contributions de la SELF, j'ai tenté de choisir des documents à exposer qui illustrent bien ces différentes orientations, ses initiatives, ses positions sur certains enjeux historiques de l'éducation. Donc, vu la richesse de ce fonds d'archives, il a été très difficile de faire le choix des documents. Donc, vous pouvez demander à Alice au CRCCF, qui a été très patiente à attendre ma sélection finale. Donc, ces procès-verbaux, ces projets, ces mémoires, ces publications, entre autres, sont effectivement des sources très riches en matière. Donc, je vais vous présenter un peu l'introduction et ma problématique, puis je vais vous faire un survol de l'exposition virtuelle en même temps. Donc, fondée en 1947, la SELF est le premier organisme à rallier les intervenants du monde éducatif de langue française de l'ensemble du Canada. Sa création, comme Michel l'a mentionné plus tôt, se fait dans le contexte de l'accélération de la croissance des systèmes éducatifs après 1945, alors que l'accès à l'enseignement secondaire et postsecondaire se démocratise. Son originalité à ce moment va tenir au fait qu'elle réunit des acteurs communautaires œuvrant en milieu scolaire dans toutes les provinces canadiennes, ainsi que les représentants de tous les ministères d'éducation provinciaux et territoriaux. Tout en respectant et en valorisant les intérêts particuliers de chaque communauté, la SELF va fonder son action sur l'esprit de solidarité qu'elle va chercher à cultiver parmi ses membres. Elle tâche de s'affirmer comme l'autorité en matière d'éducation de langue française au pays et sur la scène internationale. Donc, dès sa fondation et jusqu'aux années 1960, elle va encourager les communautés francophones à concevoir des projets éducatifs distincts, tout en s'investissant dans un grand projet collectif. Son implication dans le débat sur la dualité canadienne témoigne de son engagement concret dans la réalisation par l'éducation de l'égalité des deux peuples fondateurs. Elle va inciter les gouvernements provinciaux à agir en ce sens. Les bouleversements sociaux et politiques entourant la Révolution tranquille et le débat sur la place du Québec au sein du Canada vont soulever des tensions entre les francophones du Québec et ceux des autres provinces, comme je l'ai mentionné plus tôt, mais les liens vont se maintenir néanmoins à l'intérieur de l'association. Pendant les années 1980, la SELF va s'engager dans une relance, en formant un réseau d'individus et d'organismes dynamiques au service du développement de la culture et de l'éducation française au Canada. Elle entend mieux tenir compte des particularités propres à chaque région dans ses efforts pour faire rayonner la culture francophone au pays. Au tournant des années 1990, la SELF va offrir à ses membres une vision collective d'une francophonie en renouvellement, marquée par le pluralisme culturel et identitaire qui caractérise la société canadienne. Afin de poursuivre la valorisation et la préservation de la culture d'expression française, elle initie de nombreux projets, multipliant ainsi les occasions de promotion du fait français au pays. Depuis 2003, la SELF dirige son action vers l'amélioration de la qualité du système éducatif de langue française et elle s'engage davantage dans le domaine de la construction identitaire. Ces initiatives, ces activités de réflexion et de concertation vont stimuler l'émergence, puis le développement d'une identité culturelle francophone dynamique et un sentiment d'appartenance à la francophonie canadienne, à la fois chez les élèves, les enseignants, les parents et les directions d'école. Donc, pour marquer cet événement, donc son 75e anniversaire, cette exposition va mettre en valeur l'importance de sa contribution au développement d'une conception de l'éducation française comme outil de construction identitaire, d'émancipation sociale et de progrès culturel. Donc, voici la page de l'expo comme vous pouvez voir à l'écran. Donc, comme vous allez le voir, l'exposition va aborder une dizaine d'initiatives que vous pourrez explorer. Donc, ici, voici le menu. Oh, un petit peu trop loin. Donc, en partant de sa fondation,
en 1947 comme une tribune unique et un point de ralliement des éducateurs franco-catholiques. Elle va se transformer avec les débats intellectuels qui ont cours dans les milieux catholiques canadiens-français, ainsi qu'en raison du courant mondial de sécularisation aux suites des travaux du Concile Vatican II. Elle va se déconfessionnaliser en 1965, donc elle admet à partir de ce moment des membres qui ne professent pas la religion catholique. Et en 1968, elle va prendre officiellement le nom d'Association canadienne d'éducation de langue française. Avant, c'était l'Association canadienne des éducateurs. Donc, pour pouvoir refléter l'étendue de ses membres, donc ce ne sont pas seulement des éducateurs, mais il y a également des administrateurs scolaires qui se retrouvent à ses rangs. Donc, pour cette catégorie, dans le fond, ce que j'ai choisi d'exposer, c'est lettres patentes, qui l'incorpore en corporation. Donc, vous pourrez trouver des photos de son premier congrès en 1948, ainsi que le compte-rendu de son premier congrès. Donc, qui montre évidemment ses premières tendances idéologiques. Donc, le thème était « Mission de l'éducateur canadien-français catholique ». Donc, vous pourrez aller lire les documents, les citations. Donc, l'exposition va mettre également en évidence deux composantes qui ont caractérisé au fil des décennies l'évolution de ses positions et de ses activités. Donc, ses congrès pan-canadiens annuels et ses publications. Donc, les congrès successifs de la CELF ont rassemblé au fil des années les forces vives de la francophonie dans le domaine de l'éducation française. Les intervenants s'y rejoignent dans une démarche de réflexion et de concertation et les thématiques qui sont abordées vont illustrer l'évolution des tendances de la CELF depuis 1948. Ces publications, quant à elles, comme vous pouvez voir ici, excusez, quant à elles, lui ont permis de diffuser le savoir et de partager les idéaux qui caractérisent les différentes communautés francophones canadiennes. Elle commence à publier son bulletin dès 1955. En 1982, ce bulletin va prendre le nom officiel de Au fil des jours, avant d'être remplacé par son bulletin électronique en 2005, La CELF en action. Elle va lancer également la revue de la CELF à son congrès annuel de 1970. Son premier numéro va paraître l'année d'ensuite, en décembre 1971. Donc, sa publication de sa revue est faite dans le but de combler ce vide-là au chapitre des publications en milieu éducatif francophone. Donc, il y avait une revue à la Canadian Education Association. Donc, on voulait avoir en contrepartie, on voulait avoir une revue française. Donc, en conformité avec sa mission, la réflexion collective amorcée dans la revue a l'objectif d'aider la francophonie canadienne à clarifier les situations complexes auxquelles elle est confrontée dans le domaine de la culture et de l'éducation. Les actes de ces congrès annuels, ils sont fréquemment publiés, et ce jusqu'aux années 90. Et en 1989, la revue va changer de nom pour devenir officiellement Éducation et francophonie comme on la connaît aujourd'hui. Donc, en termes de lieux dynamiques de concertation, la CELF a entrepris historiquement de nombreuses initiatives, comme j'en ai fait mention tout au long de la table ronde, donc pour développer des liens de solidarité entre les francophonies canadiennes et aussi pour améliorer l'accès et la qualité du système éducatif de langue française au Canada. Donc, ces différentes initiatives, telles ces salons du livre, comme quelqu'un l'a mentionné, je pense que c'est Marcel, son programme de sensibilisation à la lecture qui avait le but de, comment je pourrais dire, de faire aimer la lecture canadienne-française à l'époque, et ce jusqu'au début des années 1990, vont justement solidifier les liens culturels de la francophonie canadienne. Ces stages de perfectionnement, les échanges interprovinciaux d'élèves, la Semaine nationale de la francophonie, la Table nationale de concertation, regroupant les responsables des programmes français, et ces symposiums ne sont que quelques exemples d'initiatives qui s'inscrivent dans sa mission et qui sont traitées à l'intérieur de l'exposition. Donc, je vous montre très brièvement un peu ce que je mets en évidence. Vous pourrez aller lire, mais ce ne sont que quelques initiatives que j'ai fait le choix d'exposer pour pouvoir montrer un peu ce lien, la mission de la CELF tout au long des années. Excusez. Donc, les sources choisies visent justement à démontrer ses motivations pour la mise en place de telles initiatives, ainsi que le rôle spécifique que la CELF va attribuer à l'éducation dans la construction de la francophonie canadienne comme société globale. Les stages en enseignement dans les communautés et la production d'outils pédagogiques, culturels et artistiques sont quelques-unes de ces initiatives
qui vont s'insérer à l'intérieur de son nouveau mandat qu'elle va adopter au tournant des années 2000. Donc, où est-ce que je suis rendue? Bon. Donc, la SELF va également jouer un rôle très important au niveau international. Donc, je vais juste aller un petit peu plus vite pour pouvoir vous montrer l'entièreté de l'exposition très brièvement. Donc, pour ceux qui se demandaient tantôt pour les salons du livre, il y a la liste des salons du livre à l'écran de 1967 jusqu'à 1989, si je ne me trompe pas. Donc, vous pourrez trouver celui que vous avez fréquenté à l'époque ou, si ça vous intéresse, de voir un peu le montant de salons, le nombre de salons du livre qu'il y a eu en une période quand même assez, une dizaine d'années. C'est très impressionnant. Donc, quelques photos. Les statistiques. On parlait de statistiques tantôt pour les salons du livre. Il n'y a pas de statistiques pour savoir la participation, mais pour son programme de sensibilisation à la lecture qui a été très important auprès des élèves, on peut voir un peu avant sa terminaison en 92, on peut voir un peu les statistiques de participation par province. Les échanges. Donc, pour le rayonnement de la francophonie canadienne à l'échelle mondiale, la SELF va également jouer un rôle très important. Donc, son engagement envers le développement de l'enseignement en langue française et de l'enseignement catholique l'a conduit à assister à diverses réunions internationales d'éducateurs au fil des années. Par exemple, et ce dès 1958 et pour plus de 50 ans, la SELF a participé à la Commission canadienne pour l'UNESCO, ce qui lui a permis de témoigner de l'existence au pays d'une francophonie dynamique. Donc, même s'il ne s'agit que d'une petite partie de son histoire que je vous présente ici ce soir et qu'il y aurait 1001 choses à dire, je crois que ça démontre bien de la manière que la SELF modifie ses moyens d'action au fil des décennies pour jouer le rôle d'interlocuteur important auprès des organismes à la fois provinciaux, nationaux et auprès des agences internationales, et ce, au nom de l'ensemble des organismes s'intéressant à l'éducation et à la culture française au Canada. Donc, comme vous pourrez le voir, et ça, je pense, Diane, tu avais mentionné tantôt que tu avais participé au stage. Donc, voici un exemple du stage de perfectionnement auquel que tu as animé. Donc, écoute, ça fait bien longtemps. Je ne me rappelle pas ce que j'ai fait. C'était sur identité et rapport à la langue. Donc, comme je vous dis, j'y vais très, très rapidement. Vous pourrez prendre votre temps et aller regarder les documents. Donc, la table nationale, un exemple de les programmes dans les différentes provinces, donc au Yukon et en Alberta, ce qu'on voulait en termes de programmes français, et ça, c'est dans les années en 1993. Donc, ce qu'on voulait, c'était quoi les besoins en termes de programmation française et comment est-ce que la table a pu combler les vides qu'il y avait. Donc, la Semaine nationale de la francophonie, qui a été très, très, très populaire. Donc, ce calendrier des activités. Un coup d'œil un peu sur la francophonie canadienne. Stage en enseignement. Donc, je vous invite vraiment à aller consulter l'exposition virtuelle, à y lire les textes, les citations et à apprécier les documents qui y sont exposés. Donc, c'est 75 ans. C'est quand même de 1947 à 2012, donc c'est quand même une période remarquable pour une association. C'est une histoire, c'est remarquable. Oui, Lucie? L'exposition devrait être disponible en ligne présentement, mais quand je vais sur le site, ça dit encore à venir. On va regarder ça demain pour s'assurer que vous puissiez y accéder. Mais oui, j'ai mis le lien dans la boîte de discussion. Donc, c'est le site des expositions du CACCF. Vous le voyez aussi sur l'écran d'Annika, exposition _CACCF.ca. Oui. Toi, tu as accès, probablement que tu as accès au lien pour la créer. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Donc, on va s'assurer que c'est vraiment disponible à tous dès demain. Parfait. Donc,
je vous remercie énormément pour votre écoute ce soir et pour votre participation à la table ronde et au lancement virtuel. Donc, ça a été un travail, tout un processus, mais je suis vraiment fière du résultat et je suis vraiment fière aussi d'avoir pu me lancer dans le dépouillement de ce fonds qui est très riche et qui encore, il y a mille et eu un dossier encore à explorer. Donc, je vous remercie. Bravo, Danica, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Et merci à vous tous pour vos questions. Et encore une fois, merci aux participants de la table ronde. Et merci à toi, Nathalie, d'avoir animé cette table ronde. Donc, je remercie aussi nos participants, tous les gens qui ont assisté. Vous étiez nombreux à être là avec nous aujourd'hui. Et je vous invite à venir voir l'exposition sur le campus si vous êtes là. Et sinon, à la consulter en ligne, puisqu'elle est aussi disponible sous une forme virtuelle. Donc, bonne soirée tout le monde et j'espère vous voir nombreux à notre prochain événement de la semaine prochaine, qui est une rencontre à livre ouvert autour du dernier numéro de la revue, je pense que c'est Men's. Je vais vérifier ça, là, je vous dis ça immédiatement. De Francophonie d'Amérique, le numéro 52 de Francophonie d'Amérique, c'est une rencontre avec Monica Heller qui va parler de ce numéro sur le Canadien errant. Donc, merci à vous tous.